Bonjour tout le monde. Hop, changement de fond. Et on poursuit la lecture du Château des Carpates, roman de Jules Verne. Nous en sommes au chapitre 7. C'est le 4e live sur ce livre. Un bref résumé en attendant que les personnes arrivent. Donc le Château des Carpates de Jules Verne. Un jour, un berger a repéré de la fumée qui sortait du donjon du château qu'on pensait abandonné et même hanté. Et donc tout le village se demande que peut bien être cette fumée qui sort du donjon. Et donc ils sont 2 personnages à se rendre sur les lieux, un courageux forestier et un peureux docteur. Et voilà, et on en était arrivé au chapitre où ils arrivent au pied du château et ils ont vu des phénomènes étranges, c'est-à-dire que la nuit, ils ont vu de la lumière sortir du château et les cloches sonner. Ils se demandent ce que c'est. Et là, ils vont entrer dans le château. Voilà, c'est le début du chapitre 7. Allez, je commence. Je poursuis. Chapitre 7. Comment décrire l'anxiété à laquelle était en proie le village de Werst depuis le départ du jeune forestier et du docteur Patak. Elle n'avait cessé de s'accroître avec les heures qui s'écoulaient et semblait interminable. Maître Colt, l'aubergiste Jonas, le magister Hermod et quelques autres n'avaient pas manqué de se tenir en permanence sur la terrasse. Chacun d'eux s'obstinait à observer la masse lointaine du Burg, à regarder si quelques volutes réapparaissaient au-dessus du donjon. Aucune fumée ne se montrait, ce qui fut constaté au moyen de la lunette invariablement braquée dans cette direction. En vérité, les 2 florins employés à l'acquisition de cet appareil, c'était de l'argent qui avait reçu un bon emploi. Jamais le Biró, bien intéressé pourtant, bien regardant à sa bourse, n'avait eu moins de regrets qu'une dépense faite si à propos. Salut Haroun de Djibrin Ado et salut Alize. À 12h30, lorsque le berger Frick revint de la pâture, on l'interrogea avidement. Y avait-il du nouveau dans l'extraordinaire, du surnaturel ? Frick répondit qu'il venait de parcourir la vallée de la Sylvalac sans n'avoir rien vu de suspect. Après le dîner, vers 2h, chacun regagna son poste d'observation. Personne n'eût pensé à rester chez soi, et surtout personne ne songeait à remettre le pied au roi Mathias, où des voix comminatoires se faisaient entendre. Que des murs et des oreilles passent encore, puisque c'est une locution qui accourt dans le langage usuel. Mais une bouche. Salut la rose, lisse. Aussi le digne cabaretier pouvait-il craindre que son cabaret fût mis en quarantaine, et cela ne laissait pas de le préoccuper au dernier point. En serait-il donc réduit à fermer boutique, à boire son propre fond, faute de clients? Et pourtant, dans le but de rassurer la population de Werst, il avait procédé à une longue investigation du roi Mathias, fouillé les chambres jusque sous leurs lits, visité les bahuts et le dressoir, exploré minutieusement les coins et recoins de la grande salle, de la cave et du grenier, où quelques mauvais plaisants auraient pu organiser cette mystification. Rien. Pour rappel, les aventuriers se dirigent vers le château des Carpates. Ils avaient entendu une voix dans l'auberge qui leur disait de ne pas y aller. Ils se demandent quelle pouvait bien être cette voix. Rien non plus du côté de la façade qui dominait le Niad. Les fenêtres étaient trop hautes pour qu'il fût possible de s'élever jusqu'à leur embrasure, au revers d'une muraille taillée à pic et dont l'assise plongeait dans le cours impétueux du torrent. N'importe, la peur ne raisonne pas,
et bien du temps s'écoulerait sans doute avant que les hôtes habituels de Jonas eussent rendu leur confiance à son auberge, à son schnapps et à son rakiou. Bien du temps. Erreur. Et on le verra. Ce fâcheux pronostic ne devait point se réaliser. En effet, quelques jours plus tard, par suite d'une circonstance très imprévue, les notables du village allaient reprendre leur conférence habituelle, entremêlée de bonnes rasades devant les tables du roi Mathias. Mais il faut revenir au jeune forestier et à son compagnon, le docteur Patak. On s'en souvient, au moment de quitter Werst, Nic Deck avait promis à la désolée Miriota de ne pas s'attarder dans sa visite au château des Carpates. S'il ne lui arrivait pas malheur, si les menaces fulminées contre lui ne se réalisaient pas, il comptait être de retour aux premières heures de la soirée. On l'attendait donc. Et avec quelle impatience! D'ailleurs, ni la jeune fille, ni son père, ni le maître d'école ne pouvaient prévoir que les difficultés de la route ne permettraient pas au forestier d'atteindre la crête du plateau d'Orgal avant la nuit tombante. Il suit de là que l'inquiétude, déjà si vive pendant la journée, dépassa toute mesure lorsque 8 heures sonnèrent au clocher de Vulcan, qu'on entendait très distinctement au village de Werst. Que s'était-il passé pour que Nic Deck et le docteur n'eussent pas reparu, après une journée d'absence? Cela étant, nul n'aurait songé à réintégrer sa demeure avant qu'ils fussent de retour. À chaque instant, on s'imaginait les voir poindre au tournant de la route du col. Maître Kolz et sa fille s'étaient portés à l'extrémité de la rue, à l'endroit où le pâtour avait été mis en faction. Maintes fois, ils crurent voir des ombres se dessiner au lointain, à travers l'éclaircie des arbres. Illusion pure. Le col était désert, comme à l'habitude, car il était rare que les gens de la frontière voulussent s'y hasarder pendant la nuit. Et puis on était au mardi soir, ce mardi des génies malfaisants. Et ce jour-là, les Transylvains ne courent pas volontiers la campagne, au coucher du soleil. Il fallait que Nic Deck fût fou d'avoir choisi un pareil jour pour visiter le Burg. La vérité est que le jeune forestier n'y avait point réfléchi, ni personne au surplus dans le village. Donc le village s'inquiète que les deux héros ne soient pas revenus le soir. Salut, ça va Romain, merci. Salut, 18EMX7Q3QP, d'Algérie. Mais c'est bien à cela que Miriota songeait alors. Et quelles effrayantes images s'offraient à elle. En imagination, elle avait suivi son fiancé heure par heure à travers ces épaisses forêts du Plésa, tandis qu'il remontait vers le plateau d'Orgal. Maintenant, la nuit est venue, il lui semblait qu'elle le voyait dans l'enceinte, essayant d'échapper aux esprits qui hantaient le château des Carpates. Il était devenu le jouet de leurs maléfices. C'était la victime vouée à leur vengeance. Il était emprisonné au fond de quelque souterraine geôle. Mort peut-être. Salut Arc-en-Ciel Spirit, merci pour les 5 cœurs. Pauvre fille, que n'eût-elle donné pour se lancer sur les traces de Nic Deck? Et puisqu'elle ne le pouvait, du moins aurait-elle voulu l'attendre toute la nuit en cet endroit. Mais son père l'obligea à rentrer, et laissant le berger en observation, tous deux revinrent à leur logis. Dès qu'elle fut seule en sa petite chambre, Miriota s'abandonna sans réserve à ses larmes. Elle l'aimait de toute son âme, ce brave Nic, et d'un amour d'autant plus reconnaissant que le jeune forestier ne l'avait point recherché dans les conditions où se décident ordinairement les mariages en ces campagnes transylvaines, et d'une façon si bizarre. Salut, prof. Salut, user. Chaque année, à la fête de la Saint-Pierre, s'ouvre la foire aux fiancés. Ce jour-là, il y a réunion de toutes les jeunes filles du comitat. Elles sont venues avec leurs plus belles carrioles attelées de leurs meilleurs chevaux. Elles ont apporté leurs dot, c'est-à-dire des vêtements filés, cousus, brodés de leurs mains, enfermés dans des coffres aux brillantes couleurs. Familles, amis, voisines les ont accompagnées. Et alors arrivent les jeunes gens, parés de superbes habits, ceints d'écharpes de soie. Ils courent la foire en se pavanant, ils choisissent la fille qui leur plaît, ils lui remettent un anneau et un mouchoir en signe de fiançailles, et les mariages se font au retour de la fête. Les mariages là-bas, c'est comme les foires au bétail.
Tu fais quoi? Je lis le château des Carpates. Ce n'était point sur l'un de ces marchés que Nicolas Deck avait rencontré Miriota. Leur liaison ne s'était pas établie par hasard. Tous deux se connaissaient depuis l'enfance. Ils s'aimaient depuis qu'ils avaient l'âge d'aimer. Le jeune forestier n'était pas allé quérir au milieu d'une foire celle qui allait être son épouse. Et Miriota lui en avait grand gré. Ah, pourquoi Nic Deck était-il d'un caractère si résolu, si tenace, si entêté à tenir une promesse imprudente? Il l'aimait pourtant. Il l'aimait et elle n'avait pas eu assez d'influence pour l'empêcher de prendre le chemin de ce château maudit. Bonsoir Sayed. Donnez-moi des conseils pour améliorer ma langue française, s'il vous plaît. Lis des livres et écoute-moi. Voilà 2 conseils. Quelle nuit passa la triste Miriota au milieu des angoisses et des pleurs. Elle n'avait point voulu se coucher. Penchée à sa fenêtre, le regard fixé sur la rue montante, il lui semblait entendre une voix qui murmurait. Nicolas Deck n'a pas tenu compte des menaces. Miriota n'a plus de fiancé. Erreur de ses sens troublés, aucune voix ne se propageait à travers le silence de la nuit. L'inexplicable phénomène de la salle du roi Mathias ne se reproduisait pas dans la maison de maître Koltz. Le lendemain, à l'aube, la population de Werst était dehors. Depuis la terrasse jusqu'au détour du col, les uns remontaient, les autres redescendaient la grande rue. Ceci pour demander des nouvelles, cela pour en donner. On disait que le berger Frick venait de se porter en avant à un bon mille du village, non point à travers les forêts du Plésa, mais en suivant leur lisière, et qu'il n'avait pas agi ainsi sans motif. Merci. Merci pour la rose. Manalménal 8. Il fallait l'attendre, et, afin de pouvoir communiquer plus promptement avec lui, maître Koltz, Miriota et Jonas se rendirent à l'extrémité du village. Une demi-heure après, Frick était signalé à quelques centaines de pas en haut de la route. Comme il ne paraissait pas hâter son allure, on en tira mauvais indice. « Eh bien, Frick, que sais-tu? Qu'as-tu appris » lui demanda maître Koltz dès que le berger l'eut rejoint. « Rien vu, rien appris, » répondit Frick. « Rien, murmura la jeune fille, dont les yeux s'emplirent de larmes. Au lever du jour, reprit le berger, j'avais aperçu 2 hommes à 1 mille d'ici. J'ai d'abord cru que c'était Nic Deck accompagné du docteur. Ce n'était pas lui. Sais-tu quels sont ces hommes? Demanda Jonas. 2 voyageurs étrangers qui venaient de traverser la frontière valaque. Tu leur as parlé? Oui. Est-ce qu'ils descendent vers le village? Non, ils font route dans la direction du Retiesa, dont ils veulent atteindre le sommet. Ce sont 2 touristes? Ils en ont l'air, maître Koltz. Et cette nuit, en traversant le col de Vulcan, ils n'ont rien vu du côté du Burg? Non, puisqu'ils se trouvaient encore de l'autre côté de la frontière, répondit Frick. Ainsi, tu n'as aucune nouvelle de Nic Deck? Aucune. Mon Dieu, soupira la pauvre Miriota. Du reste, vous pourrez interroger ces voyageurs dans quelques jours, ajouta Frick, car ils comptent faire halte à Werst avant de repartir pour Kolosvar. Pourvu qu'on ne leur dise pas de mal de mon auberge, pensa Jonas inconsolable. Il serait capable de n'y point vouloir prendre logement. Et, depuis 36 heures, l'excellent hôtelier était obsédé par cette crainte qu'aucun voyageur n'oserait désormais manger et dormir au roi Mathias. En somme, ces demandes et ces réponses échangées entre le berger et son maître n'avaient en rien éclairci la situation. Et comme ni le jeune forestier ni le docteur Patak n'avaient reparu à 8 heures du matin, pouvait-on être fondé à espérer qu'ils dussent jamais revenir? C'est qu'on ne s'approche pas impunément du château des Carpates. Brisée par les émotions de cette nuit d'insomnie, Miriota n'avait plus la force de se soutenir. Toute défaillante, c'est à peine si elle parvenait à marcher. Son père dut la ramener au logis. Là, ses larmes redoublèrent. Elle appelait Nic d'une voix déchirante. Elle voulait partir pour le rejoindre. Cela faisait pitié, il y avait lieu de craindre qu'elle tombât malade. Cependant, il était nécessaire et urgent de prendre un parti,
Il fallait aller au secours du forestier et du docteur sans perdre un instant. Qu'il y eût à courir des dangers en s'exposant aux représailles des êtres quelconques, humains ou autres, qui occupaient le burg, peu importait. L'essentiel était de savoir ce qu'étaient devenus Nic Deck et le docteur. Ce devoir s'imposait aussi bien à leurs amis qu'aux autres habitants du village. Les plus braves ne refuseraient pas de se jeter au milieu des forêts du Plésa afin de remonter jusqu'au château des Carpates. Apparemment, les villageois vont partir à la recherche des deux hommes partis vers le château. Cela décidé, après maintes discussions et démarches, les plus braves se trouvèrent au nombre de 3. Ce furent Maître Kolz, le berger Frick et l'aubergiste Jonas. Pas un de plus. Quant au magister Hermod, il s'était soudainement ressenti d'une douleur de goutte à la jambe. Et il avait dû s'allonger sur 2 chaises dans la classe de son école. Vers 9 heures, Maître Kolz et ses compagnons, bien armés, par prudence, prirent la route du col de Vulcan. Puis, à l'endroit même où Nic Deck l'avait quitté, ils l'abandonnèrent afin de s'enfoncer sous l'épais massif. Il se disait, non sans raison, que si le jeune forestier et le docteur étaient en marche pour revenir au village, ils prendraient le chemin qu'ils avaient dû suivre à travers le Plésa. Or il serait facile de reconnaître leurs traces, et c'est ce qui fut constaté, aussitôt que tous 3 eurent franchi la lisière d'arbres. Ils partent à 3 à la recherche des 2 autres. Et Cédric, mon élève préféré, est au rendez-vous. Nous les laisserons aller pour dire quel revirement se fit à Werst, dès qu'on les eut perdus de vue. S'il avait paru indispensable que des gens de bonne volonté se portassent au-devant de Nic Deck et de Patak, on trouvait que c'était d'une imprudence sans nom, maintenant qu'ils étaient partis. Le beau résultat, lorsque la première catastrophe serait doublée d'une seconde. Que le forestier et le docteur eussent été victimes de leur tentative, personne n'en doutait plus. Et alors, à quoi servait que Maître Kolz, Frick et Jonas s'exposassent à être victimes de leur dévouement? On serait bien avancé lorsque la jeune fille aurait à pleurer son père comme elle pleurait son fiancé, lorsque les amis du pâtour et de l'aubergiste auraient à se reprocher leur perte. La désolation devint générale à Werst, et il n'y avait pas apparence qu'elle dût cesser de sitôt. En admettant qu'il ne leur arrivât pas malheur, on ne pouvait compter sur le retour de Maître Kolz et ses 2 compagnons avant que la nuit eût enveloppé les hauteurs environnantes. Quelle fut donc la surprise lorsqu'ils furent aperçus vers 2 heures de l'après-midi dans le lointain de la route. Avec quel empressement Miriota, qui fut immédiatement prévenue, courut à leur rencontre. Ils n'étaient pas 3, ils étaient 4, et le 4e se montra sous les traits du docteur. « Tiens, le docteur est revenu ?» « Nic, mon pauvre Nic !» s'écria la jeune fille. « Nic n'est-il pas là ?» Si Nic Deck était là, étendu sur une civière de branchages, que Jonas et le berger portaient péniblement. « Tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Nic est sur une civière. » Miriota se précipita vers son fiancé. Elle se pencha sur lui, elle le serra entre ses bras. « Il est mort !» s'écria-t-elle. « Il est mort !»« Non, il n'est pas mort !» répondit le docteur Patak. « Mais il mériterait de l'être, et moi aussi. » La vérité est que le jeune forestier avait perdu connaissance. Les membres raidis, la figure exsangue, sa respiration lui soulevait à peine la poitrine. Quant au docteur, si sa face n'était pas décolorée comme celle de son compagnon, cela tenait à ce que la marche lui avait rendu sa teinte habituelle de brique rougeâtre. La voix de Miriota, si tendre, si déchirante, n'eut pas le pouvoir d'arracher Nic Deck de cette torpeur où il était plongé. Lorsqu'il eut été ramené au village et déposé dans la chambre de Maître Kolz, il n'avait pas encore prononcé une seule parole. Quelques instants après, cependant, ses yeux se rouvrirent, et dès qu'il aperçut la jeune fille penchée à son chevet, un sourire erra sur ses lèvres. Mais quand il essaya de se relever, il ne put y parvenir. Une partie de son corps était paralysée, comme s'il eût été frappé d'hémiplégie. Toutefois, voulant rassurer Miriota, il lui dit d'une voix bien faible, il est vrai,
Ce ne sera rien, ce ne sera rien. Nick, mon pauvre Nick, répétait la jeune fille. Un peu de fatigue seulement, chère Myriota, et un peu d'émotion. Cela se passera vite avec tes soins. Mais il fallait du calme et du repos au malade. Aussi maître Colt quitta-t-il la chambre, laissant Myriota près du jeune forestier, qui n'eût pu souhaiter une garde malade plus diligente, et ne tarda pas à s'assoupir. Pendant ce temps, l'aubergiste Jonas racontait à un nombre auditoire, et d'une voix forte, afin de bien être entendu de tous, ce qui s'était passé depuis leur départ. Maître Colt, le berger et lui, après avoir retrouvé sous bois le sentier que Nic Deck et le docteur s'étaient frayé, avaient pris direction vers le château des Carpates. Or, depuis 2 heures, ils gravissaient les pentes du Plésa, et la lisière de la forêt n'était plus qu'à un demi-mille en avant, lorsque 2 hommes apparurent. C'étaient le docteur et le forestier. L'un auquel ses jambes refusaient tout service, l'autre à bout de force, et qui venait de tomber au pied d'un arbre. Courir au docteur, l'interroger, mais sans pouvoir en obtenir un seul mot, car il était trop hébété pour répondre, fabriquer une civière avec des branches, y coucher Nic Deck, remettre Patak sur ses pieds, c'est ce qui fut accompli en un tour de main. Puis maître Colt et le berger, que relayait parfois Jonas, avaient repris la route de Werst. On ne sait toujours pas pourquoi Nic Deck n'arrive plus à marcher. Salut, Hakim Bilonda. Quant à dire pourquoi Nic Deck se trouvait dans un pareil état, et s'il avait exploré les ruines du Burg, l'aubergiste ne le savait pas plus que maître Colt, pas plus que le berger flic, le docteur n'ayant pas encore suffisamment recouvré ses esprits pour satisfaire leur curiosité. Mais si Patak n'avait pas jusqu'alors parlé, il fallait qu'il parlât maintenant. Que diable! Il était en sûreté dans le village, entouré de ses amis, au milieu de ses clients. Il n'avait plus rien à redouter des êtres de là-bas. Même s'il lui avait arraché le serment de se taire, de ne rien raconter de ce qu'il avait vu au château des Carpates, l'intérêt public lui commandait de manquer à son serment. Voyons, remettez-vous, docteur, lui dit maître Colt, et rappelez vos souvenirs. Vous voulez que je parle? Au nom des habitants de Werst et pour assurer la sécurité du village, je vous l'ordonne. Un bon verre de rakiou, apporté par Jonas, eut pour effet de rendre au docteur l'usage de sa langue, et ce fut par phrases entrecoupées qu'il s'exprima en ces termes. Nous sommes partis tous les deux, Nick et moi. Des fous, des fous. Il a fallu presque une journée pour traverser ces forêts maudites. Parvenu au soir seulement devant le Burg, j'en tremble encore, j'en tremblerai toute ma vie. Nick voulait y entrer. Oui, il voulait passer la nuit dans le donjon. Autant dire la chambre à coucher de Belzébuth. Le docteur Patak disait ces choses d'une voix si caverneuse que l'on frémissait rien qu'à l'entendre. Je n'ai pas consenti, reprit-il. Non, je n'ai pas consenti. Et que serait-il arrivé si j'eusse cédé au désir de Nic Deck? Les cheveux me dressent d'y penser. Et si les cheveux du docteur se dressaient sur son crâne, c'est que sa main s'y égarait machinalement. Nick s'est donc résigné à camper sur le plateau d'Orgal. Quelle nuit, mes amis, quelle nuit! Essayez donc de reposer lorsque les esprits ne vous permettent pas de dormir 1 heure. Non, pas même 1 heure. Tout à coup, voilà que des monstres de feu apparaissent entre les nuages de véritables baloris. Ils se précipitent sur le plateau pour nous dévorer. Tous les regards se portèrent vers le ciel pour voir s'ils n'étaient pas chevauchés par quelques galopades de spectres. Et quelques instants après, reprit le docteur, voici la cloche de la chapelle qui se met en branle. Toutes les oreilles se tendirent vers l'horizon, et plus d'un crut entendre des battements lointains, tant le récit du docteur impressionnait son auditoire. Soudain, s'écria-t-il, d'effroyables mugissements emplissent l'espace, ou plutôt des hurlements de fauves. Puis une clarté jaillit des fenêtres du donjon. Une flamme infernale illumine tout le plateau jusqu'à la sapinière. Nic Deck et moi, nous nous regardons. Ah, l'épouvantable vision! Nous sommes pareils à 2 cadavres. 2 cadavres que ces lueurs blafardes font grimacer l'un en face de l'autre. Et à regarder le docteur Patak avec sa figure convulsée, ses yeux fous,
Il y avait vraiment lieu de se demander s'il ne revenait pas de cet autre monde où il avait déjà envoyé bon nombre de ses semblables. Il fallut lui laisser reprendre haleine, car il eût été incapable de continuer son récit. Cela coûta à Jonas un second verre de rakiou qui parut rendre à l'ex-infirmier une partie de la raison que les esprits lui avaient fait perdre. « Mais enfin, qu'est-il arrivé à ce pauvre Nic Deck ?» demanda maître Koltz. Et, non sans raison, le birou attachait une extrême importance à la réponse du docteur, puisque c'était le jeune forestier qui avait été personnellement visé par la voix des génies dans la grande salle du roi Mathias. « J'aime beaucoup votre prononciation, mon professeur, merci. Merci bien bien. Voici ce qui m'est resté dans la mémoire, répondit le docteur. Le jour était revenu. J'avais supplié Nic Deck de renoncer à ses projets. Mais vous le connaissez, il n'y a rien à obtenir d'un entêté pareil. Il est descendu dans le fossé, et j'ai été forcé de le suivre, car il m'entraînait. D'ailleurs, je n'avais plus conscience de ce que je faisais. Nic s'avance alors jusqu'au-dessous de la poterne. Il saisit une chaîne du pont-levis avec laquelle il se hisse le long de la courtine. À ce moment, le sentiment de la situation me revient. Il est temps encore de l'arrêter, cet imprudent. Je dirais plus, ce sacrilège. Une dernière fois, je lui ordonne de redescendre, de revenir en arrière, de reprendre avec moi le chemin de Werst. Non, me crie-t-il, je veux fuir. Oui, mes amis, je l'avoue, j'ai voulu fuir, et il n'est pas un de vous qui n'aurait eu la même pensée à ma place. Mais c'est en vain que je cherche à me dégager du sol. Mes pieds y sont cloués, vissés, enracinés. J'essaie de les en arracher, c'est impossible. J'essaie de me débattre, c'est inutile. Et le docteur Patak imitait les mouvements désespérés d'un homme retenu par les jambes, semblable à un renard qui s'est laissé prendre au piège. Puis, revenant à son récit. En ce moment, dit-il, un cri se fait entendre. Et quel cri! C'est Nic Deck qui l'a poussé. Ses mains, accrochées à la chaîne, ont lâché prise, et il tombe au fond du fossé, comme s'il avait été frappé par une main invisible. Il est certain que le docteur venait de raconter les choses de la façon qu'elles s'étaient passées, et son imagination n'y avait rien ajouté, si troublée qu'elle fût. Tels il les avait décrits, tels s'étaient produits les prodiges dont le plateau d'Orgal avait été le théâtre pendant la nuit dernière. Quant à ce qui a suivi la chute de Nic Deck, le voici. Le forestier est évanoui, et le docteur Patak est incapable de lui venir en aide, car ses bottes sont clouées au sol, et ses pieds gonflés n'en peuvent sortir. Soudain, l'invisible force qui l'enchaîne est brusquement rompue. Ses jambes sont libres. Il se précipite vers son compagnon, et ce qui était de sa part un figure de Nic Deck avec son mouchoir qu'il a trempé dans l'eau de la cuvette. Le forestier reprend connaissance, mais son bras gauche et une partie de son corps sont inertes depuis l'effroyable secousse qu'il a subie. Cependant, avec l'aide du docteur, il parvient à se relever, à remonter le revers de la contrescarpe, à regagner le plateau. Puis il se remet en route vers le village. Après une heure de marche, ses douleurs aux bras et aux flancs sont si violentes qu'elles l'obligent à s'arrêter. Enfin, c'est au moment où le docteur se disposait à partir enfin d'aller chercher du secours à Werst que maître Koltz, Jonas et Frick sont arrivés très à propos. Pour ce qui est du jeune forestier, savoir s'il avait été gravement atteint, le docteur Patak évitait de se prononcer, bien qu'il montrât habituellement une rare assurance lorsqu'il s'agissait d'un cas médical. Si l'on est malade d'une maladie naturelle, se contenta-t-il de répondre d'un ton dogmatique, c'est déjà grave. Mais s'agit-il d'une maladie surnaturelle que le short vous envoie dans le corps, il n'y a guère que le short qui puisse la guérir. Le short, c'est le diable. À défaut de diagnostic, ce pronostic n'était pas rassurant pour Nic Deck. Très heureusement, ces paroles n'étaient point paroles d'évangile. Et combien de médecins se sont trompés depuis Hippocrate et Galien, et se trompent journellement qui sont supérieurs au docteur Patak. Le jeune forestier était un gars solide, avec sa vigoureuse constitution. Il était permis d'espérer qu'il s'en tirerait, même sans aucune intervention diabolique.
et à la condition de ne pas suivre trop exactement les prescriptions de l'ancien infirmier de la quarantaine. Fin du chapitre. 21h21, bisous Diane. Oh, tu m'as envoyé un message sur WhatsApp, merci. Alors, résumé du chapitre. Eh bien, ils ont voulu aller au château des Carpates, ils n'ont pas réussi à rentrer, et ils reviennent blessés. Et ils ont vu des choses inquiétantes. Le bilan n'est pas très positif. Allez, on attaque le chapitre 8. Oh là, il a l'air long. Il a l'air long. 30 minutes. Bon, c'est pas grave. On y va. Chapitre 8. Merci pour la lecture. Merci pour l'écoute. 97 Paul Valéry. De tels événements ne pouvaient pas calmer les terreurs des habitants de Werth. Il n'y avait plus à en douter maintenant. Ce n'était pas de vaines menaces que la bouche d'ombre, comme dirait le poète, avait fait entendre aux clients du roi Mathias. Nic Deck, frappé d'une manière inexplicable, avait été puni de sa désobéissance et de sa témérité. N'était-ce pas un avertissement à l'adresse de tous ceux qui seraient tentés de suivre son exemple? Interdiction formelle de chercher à s'introduire dans le château des Carpates. Voilà ce qu'il fallait conclure de cette déplorable tentative. Quiconque la reprendrait y risquerait sa vie. Très certainement, si le forestier fût parvenu à franchir la courtine, il n'aurait jamais reparu au village. Je peux dire ça se commence. Ça se commence, non. On dit ça commence. Il suit de là que l'épouvante fut plus complète que jamais à Werst, même à Vulcan, et aussi dans toute la vallée des deux Cils. On ne parlait rien moins que d'abandonner le pays. Déjà quelques familles tziganes émigraient plutôt que de séjourner au voisinage du Burg. À présent qu'ils servaient de refuge à des êtres surnaturels et malfaisants, c'était au-delà de ce que pouvait supporter le tempérament public. Il n'y avait plus qu'à s'en aller vers quelque autre région du comitat, à moins que le gouvernement hongrois ne se décidât à détruire cet inabordable repère. Mais le château des Carpates était-il destructible par les seuls moyens que des hommes eussent à leur disposition? Pendant la première semaine de juin, personne ne s'aventura hors du village, pas même pour vaquer aux travaux de culture. Le moindre coup de bêche ne pouvait-il provoquer l'apparition d'un fantôme enfoui dans les entrailles du sol? Le coutre de la charrue, en creusant le sillon, ne ferait-il pas envoler des bandes de staffeli ou de strige? Où l'on sèmerait du grain de blé, ne repousserait-il pas de la graine de démon? C'est ce qui ne manquerait pas d'arriver, disait le berger Frick d'un ton convaincu. Et pour son compte, il se gardait bien de retourner avec ses moutons dans les pâtures de la Cille. Ça se commence incorrect. C'est incorrect, ça se commence. On dit ça commence. Ainsi, le village était terrorisé. Le travail des champs était entièrement délaissé. On se tenait chez soi, portes et fenêtres closes. Maître Koltz ne savait quel parti prendre pour ramener chez ses administrés une confiance qui lui faisait défaut, d'ailleurs à lui-même. Décidément, le seul moyen, ce serait d'aller à Kolozsvár afin de réclamer l'intervention des autorités. Et la fumée, est-ce qu'elle reparaissait encore à la pointe de la cheminée du donjon? Oui, plusieurs fois, la lunette permit de l'apercevoir, au milieu des vapeurs qui traînaient à la surface du plateau d'Organe. Et les nuages, la nuit venue, est-ce qu'ils ne prenaient pas une teinte rougeâtre, semblable à quelques reflets d'incendie? Oui, et on eût dit que des volutes enflammées tourbillonnaient au-dessus du château. Et ces mugissements qui avaient tant effrayé le docteur Patak se propageaient-ils à travers les massifs du Plésa, à la grande épouvante des habitants de Werth? Oui, ou du moins, malgré la distance, les vents de sud-ouest apportaient de terribles grondements que répercutaient les échos du col. En outre, d'après ces gens affolés, on eût dit que le sol était agité de trépidations souterraines, comme si un ancien cratère se fût rallumé à la chaîne des Carpates. Mais peut-être
peut-être y avait-il une bonne part d'exagération dans ce que les Werstiens croyaient voir, entendre et ressentir. Quoi qu'il en soit, il s'était produit des faits positifs, tangibles, on en conviendra. Il n'y avait plus moyen de vivre dans un pays si extraordinairement machiné. Il va de soi que l'auberge du roi Mathias continuait d'être déserte. Un lazaret en temps d'épidémie n'eût pas été plus abandonné. Personne n'avait l'audace d'en franchir le seuil, et Jonas se demandait si, faute de clients, il n'en serait pas réduit à cesser son commerce, lorsque l'arrivée de 2 voyageurs vint modifier cet état de choses. Dans la soirée du 9 juin, vers 8 heures, le loquet de la porte fut soulevé du dehors, mais cette porte, verrouillée en dedans, ne put s'ouvrir. Jonas, qui avait déjà regagné sa mansarde, se hâta de descendre. À l'espoir qu'il éprouvait de se trouver en face d'un hôte, se joignait la crainte que cet hôte ne fût quelque revenant de mauvaise mine, auquel il ne saurait trop se hâter de refuser souper et gîte. Jonas se mit donc à parlementer prudemment à travers la porte, sans l'ouvrir. « Qui est là » demanda-t-il. « Ce sont 2 voyageurs. »« Vivants ?»« Très vivants. »« En êtes-vous bien sûr ?»« Aussi vivants qu'on peut l'être, monsieur l'aubergiste, mais qui ne tarderont pas à mourir de faim si vous avez la cruauté de les laisser dehors. » Jonas se décida à repousser les verrous et 2 hommes franchirent le seuil de la salle. À peine furent-ils entrés que leur premier soin fut de demander chacun une chambre, ayant intention de séjourner pendant 24 heures à Werst. À la clarté de sa lampe, Jonas examina les nouveaux venus avec une extrême attention, et il acquit la certitude que c'étaient bien des êtres humains auxquels il avait affaire. Quelle bonne fortune pour le roi Mathias. Le plus jeune de ces voyageurs paraissait avoir 32 ans environ, une taille élevée, une figure noble et belle, des yeux noirs, des cheveux châtain foncé, une barbe brune élégamment taillée, la physionomie un peu triste mais fière. Tout cela était d'un gentilhomme, et un aubergiste aussi observateur que Jonas ne pouvait s'y tromper. Au surplus, lorsqu'il eut demandé sous quel nom il devait inscrire les 2 voyageurs, « Le comte Franz de Telek » répondit le jeune homme et son soldat Rodsko. « De quel pays ?»« De Krajowa. » Krajowa est une des principales bourgades de l'État de Roumanie qui confine aux provinces transylvaines vers le sud de la chaîne des Carpates. Franz de Telek était donc de race roumaine, ce que Jonas avait reconnu au premier aspect. Quant à Rodsko, homme d'une 40aine d'années, grand, robuste, épaisse moustache, cheveux drus, poils rudes, il avait une tournure bien militaire. Il portait même le sac du soldat, retenu sur ses épaules par des bretelles, et une valise assez légère qu'il tenait à la main. C'était là tout le bagage du jeune comte, qui voyageait en touriste, à pied le plus souvent. Cela se voyait à son costume, manteau en bandoulière, passe-montagne sur la tête, vareuse serrée à la taille par un ceinturon d'où pendait la gaine de cuir du couteau valaque, guêtre s'ajustant étroitement à des souliers larges et épais de semelle. Ces 2 voyageurs n'étaient autres que ceux rencontrés par le berger Frick, une dizaine de jours auparavant, sur la route du col, alors qu'ils se dirigeaient vers le Retiesa. Après avoir visité la contrée jusqu'aux limites du Maros et avoir fait l'ascension de la montagne, ils venaient prendre un peu de repos au village de Werst pour remonter ensuite la vallée des 2 Sils. « Vous avez des chambres à nous donner » demanda Franz de Telek. « 2, 3, 4, autant qu'il plaira à monsieur le comte, » répondit Jonas. « 2 suffiront, dit Rodsko. Il faut seulement qu'elles soient l'une près de l'autre. Celles-ci vous conviendront-elles ? Reprit Jonas en ouvrant 2 portes à l'extrémité de la grande salle. Très bien, répondit Franz de Telek. On le voit, Jonas n'avait rien à craindre de ces nouveaux hôtes. Ce n'étaient point des êtres surnaturels, des esprits ayant revêtu l'apparence humaine. Non, ce gentilhomme se présentait comme un de ces personnages de distinction qu'un aubergiste est toujours très honoré de recevoir. Voilà une heureuse circonstance qui ramènerait la vogue au roi Mathias. Je te promets, le jour que tu viendras à mon pays, le Burkina, je te raconte notre histoire. Bien, je serais ravi de venir au Burkina. À quelle distance sommes-nous de Kolozsvár ? Demanda le jeune comte.
à une 50aine de milles en suivant la route qui passe par Petrocénie et Carlsberg, répondit Jonas. Est-ce que l'étape est fatigante? Très fatigante pour des piétons. Et s'il m'est permis d'adresser cette observation à monsieur le comte, il paraît avoir besoin d'un repos de quelques jours. Pouvons-nous souper? Demanda Franz de Télek en coupant court aux invites de l'aubergiste. Une demi-heure de patience, et j'aurai l'honneur d'offrir à monsieur le comte un repas digne de lui. Du pain, du vin, des œufs et de la viande froide nous suffiront pour ce soir. Je vais vous servir, le plus tôt possible, à l'instant. Et Jonas se disposait à regagner la cuisine lorsqu'une question l'arrêta. Vous ne semblez pas avoir grand monde à votre auberge, dit Franz de Télek. En effet, il ne s'y trouve personne en ce moment, monsieur le comte. Ce n'est donc pas l'heure où les gens du pays viennent boire en fumant leurs pipes? L'heure est passée, monsieur le comte, car on se couche avec les poules au village de Werst. Jamais il n'aurait voulu dire pourquoi le roi Mathias ne renfermait pas un seul client. Est-ce que votre village ne compte pas de 4 à 500 habitants? Environ, monsieur le comte. Pourtant nous n'avons pas rencontré âme qui vive en descendant la principale rue. C'est que, aujourd'hui, nous sommes au samedi, et la veille du dimanche. Franz de Télek n'insista pas. Heureusement pour Jonas, qui ne savait plus que répondre. Pour rien au monde, il ne se serait décidé à avouer la situation. Les étrangers ne l'apprendraient que trop tôt, et qui sait s'il ne se hâterait pas de fuir un village suspect à si juste titre. Pourvu que la voix ne recommence pas à bavarder, tandis qu'ils seront en train de souper, pensait Jonas en dressant la table au milieu de la salle. Pour rappel, les villageois ont entendu une voix dans l'auberge. Ils ne savent toujours pas d'où venait cette voix. Et ça leur fait peur. Quelques instants après, le très simple repas qu'avait commandé le jeune comte était proprement servi sur une nappe bien blanche. Franz de Télek s'assit et Rotzko prit place en face de lui, suivant leur habitude en voyage. Tous deux mangèrent de grand appétit, puis le repas achevé, ils se retirèrent chacun dans sa chambre. Comme le jeune comte et Rotzko n'avaient point échangé 10 paroles pendant le repas, Jonas n'avait pu en aucune façon se mêler à leur conversation, à son vif déplaisir. Du reste, Franz de Télek paraissait être peu communicatif. Quant à Rotzko, après l'avoir observé, l'aubergiste comprit qu'il n'aurait rien à en tirer de ce qui concernait la famille de son maître. Jonas avait donc dû se contenter de souhaiter le bonsoir à ses hôtes, mais avant de remonter à sa mansarde, il parcourut la grande salle du regard, prêtant une oreille inquiète au moindre bruit du dedans et du dehors, et se répétant « Pourvu que cette abominable voix ne les réveille pas pendant leur sommeil ». La nuit s'écoula tranquillement. Le lendemain, dès le point du jour, la nouvelle se répandit que 2 voyageurs étaient descendus au roi Mathias, et nombre d'habitants accoururent devant l'auberge. Très fatigués par leur excursion de la veille, Franz de Télek et Rotzko dormaient encore. Il n'était guère probable qu'ils eussent l'intention de se lever avant 7 ou 8 heures du matin. De là, grande impatience des curieux, qui, pourtant, n'auraient pas eu le courage d'entrer dans la salle tant que les voyageurs n'auraient pas quitté leur chambre. Tous deux parurent enfin sur le coup de 8 heures. Rien de fâcheux ne leur était arrivé. On put les voir allant et venant dans l'auberge, puis ils s'assirent pour leur déjeuner du matin. Cela ne laissait pas d'être rassurant. D'ailleurs, Jonas, debout sur le seuil de la porte, souriait d'un air aimable, invitant ses anciens clients à lui rendre leur confiance. Puisque le voyageur qui honorait le roi Mathias de sa présence était un gentilhomme roumain, s'il vous plaît, et de l'une des plus vieilles familles roumaines, que pouvait-on craindre en si noble compagnie? Bref, il advint que maître Koltz, pensant qu'il était de son devoir de donner l'exemple, se hasarda à faire acte de présence. Vers 9 heures, le biró entra, quelque peu hésitant. Presque aussitôt, il fut suivi du magister Hermod, de 3 ou 4 habitués et du patour Frick. Quant au docteur Patak, il avait été impossible de le décider à les accompagner. Remettre le pied chez Jonas, avait-il répondu, jamais, quand il me paierait 10 florins ma visite. Il convient de faire ici une remarque qui n'est pas sans avoir une certaine importance.
Si maître Koltz avait consenti à revenir au roi Mathias, ce n'était pas dans l'unique but de satisfaire un sentiment de curiosité, ni par désir de se mettre en relation avec le comte Franz de Télek. Non, l'intérêt entrait pour une bonne part dans sa détermination. En effet, en sa qualité de voyageur, le jeune comte était astreint à payer une taxe de passage pour son soldat et pour lui. Or, on ne l'a point oublié, ces taxes allaient directement à la poche du premier magistrat de Werst. Le bureau vint donc faire sa réclamation en termes fort convenables, et Franz de Télek, quoique un peu surpris de la demande, s'empressa d'y faire droit. Il offrit même à maître Koltz et au magistère de s'asseoir un instant à sa table. Ceux-ci acceptèrent, ne pouvant refuser une offre si poliment formulée. Jonas se hâta de servir des liqueurs variées, les meilleures de sa cave. Quelques gens de Werst demandèrent alors une tournée pour leur compte. Il y avait ainsi lieu de croire que l'ancienne clientèle, un instant dispersée, ne tarderait pas à reprendre le chemin du roi Mathias. Après avoir acquitté la taxe des voyageurs, Franz de Télek désira savoir si elle était productive. Pas autant que nous le voudrions, monsieur le comte, répondit maître Koltz. Est-ce que les étrangers ne visitent que rarement cette partie de la Transylvanie? Rarement, en effet, répliqua le bureau, et pourtant le pays mérite d'être exploré. C'est mon avis, dit le jeune comte. Ce que j'en ai vu m'a paru digne d'attirer l'attention des voyageurs. Du sommet du Retiesa, j'ai beaucoup admiré les vallées de la Sille, les bourgades que l'on découvre dans l'est, et ce cirque de montagnes que ferme en arrière le massif des Carpates. C'est fort beau, monsieur le comte, c'est fort beau, répondit le magister Hermod. Et pour compléter votre excursion, nous vous engageons à faire l'ascension du Paring. Je crains de ne pas avoir le temps nécessaire, répondit Franz de Télek. Une journée suffirait. Sans doute, mais je me rends à Karlsburg, et je compte partir demain matin. Quoi, monsieur le comte songerait à nous quitter si tôt? Dit Jonas en prenant son air le plus gracieux. Et il n'aurait pas été fâché de voir ces deux hôtes prolonger leur halte au roi Mathias. Il le faut, répondit le comte de Télek. Du reste, à quoi me servirait de séjourner à Werst? Croyez que notre village vaut la peine d'arrêter quelque temps un touriste, fit observer maître Koltz. Cependant, il paraît être peu fréquenté, répliqua le jeune comte, et c'est probablement parce que ses environs n'offrent rien de curieux. En effet, rien de curieux, dit le bureau en songeant au Burg. Non, rien de curieux, répéta le magister. Oh, oh, fit le berger Frick, auquel cette exclamation échappa involontairement. Quel regard lui jetèrent maître Koltz et les autres, et plus particulièrement l'aubergiste. Était-il donc urgent de mettre un étranger au courant des secrets du pays, lui dévoiler ce qui se passait sur le plateau d'Orgal, signaler à son attention le château des Carpates, n'était-ce pas vouloir l'effrayer, lui donner l'envie de quitter le village? Et à l'avenir, quel voyageur voudrait suivre la route du col de Vulcan pour pénétrer en Transylvanie? Vraiment, ce patour ne montrait pas plus d'intelligence que le dernier de ses moutons. Mais tais-toi donc, imbécile, tais-toi donc, lui dit à mi-voix maître Koltz. Toutefois, la curiosité du jeune comte ayant été éveillée, il s'adressa directement à Frick, lui demanda ce que signifiaient ces oh interjectifs. Le berger n'était point homme à reculer, et au fond, peut-être, pensait-il que Franz de Télek pourrait donner un bon conseil dont le village ferait son profit. J'ai dit oh, monsieur le comte, répliqua-t-il, et je ne m'en dédis point. Y a-t-il dans les environs de Werst quelques merveilles à visiter? Reprit le jeune comte. Quelques merveilles? Répliqua maître Koltz. Non, non, s'écrièrent les assistants. Et ils s'effrayaient déjà à la pensée qu'une seconde tentative faite pour pénétrer dans le Burg ne manquerait pas d'attirer de nouveaux malheurs. Franz de Télek, non sans un peu de surprise, observa ces braves gens dont les figures exprimaient diversement la terreur, mais d'une manière très significative. Meilleur lecteur, merci. Rodrigue V, le général. Bonsoir Guillaume, ça va? Merci Jamel. Qu'y a-t-il donc? Demanda-t-il. Ce qu'il y a, mon maître, répondit Rotzko, eh bien, paraît-il, il y a le château des Carpates. Le château des Carpates?
Oui, c'est le nom que ce berger vient de me glisser dans l'oreille. Et, ce disant, Roscoe montrait Frick, qui secouait la tête sans trop oser regarder le bureau. Maintenant, une brèche était faite au mur de la vie privée du superstitieux village, et toute son histoire ne tarda pas à passer par cette brèche. Maître Koltz, qui en avait pris son parti, voulut lui-même faire connaître la situation au jeune comte, et lui raconta tout ce qui concernait le château des Carpates. Merci pour la rose Skander DZ25, qui je suppose est algérien. Salut prof, je suis en Afrique, précisément au Gabon, Libreville. Coucou user du Gabon. Excellent lecteur. Merci. Jamel. J'aime ce conte. Chouette, Cardex. Merci encore pour la rose, Skander. Une deuxième rose, merci. Donc ça y est, les habitants du village ont parlé du château des Carpates aux voyageurs. Il va sans dire que Franz de Télek ne put cacher l'étonnement que ce récit lui fit éprouver et les sentiments qu'il lui suggéra. Quoique médiocrement instruit des choses de science, à l'exemple des jeunes gens de sa condition qui vivaient en leur château au fond des campagnes valaques, c'était un homme de bon sens. Aussi croyait-il peu aux apparitions, et se riait-il volontiers des légendes. Un burg hanté par des esprits, cela était bien pour exciter son incrédulité. À son avis, dans ce que venait de lui raconter maître Koltz, il n'y avait rien de merveilleux, mais uniquement quelques faits plus ou moins établis, auxquels les gens de Werth attribuaient une origine surnaturelle. La fumée du donjon, la cloche sonnant à toute volée, cela pouvait s'expliquer très simplement. Quant aux fulgurations et aux mugissements sortis de l'enceinte, c'était pur effet d'hallucination. Franz de Télek ne se gêna point pour le dire et en plaisanter, au grand scandale de ses auditeurs. Un cornet de crème glacée maintenant, merci Skander. Tu parles d'autres langues. Je parle l'anglais. Un peu moins bien que le français. Et c'est tout. En tout cas, tu es très intéressant. Merci, Paul Valéry. Mais monsieur le comte, lui fit observer maître Koltz, il y a encore autre chose. Autre chose? Oui, il est impossible de pénétrer à l'intérieur du château des Carpates. Vraiment? Notre forestier et notre docteur ont voulu en franchir les murailles il y a quelques jours, par dévouement pour le village, et ils ont failli payer cher leur tentative. Que leur est-il arrivé? Demanda Franz de Télek d'un ton assez ironique. Maître Koltz raconta en détail les aventures de Nic Deck et du docteur Patak. Ainsi, dit le jeune comte, lorsque le docteur a voulu sortir du fossé, ses pieds étaient si fortement retenus au sol qu'il n'a pu faire un pas en avant. Ni un pas en avant, ni un pas en arrière, ajouta le magister Hermod. Il l'aura cru, votre docteur, répliqua Franz de Télek, et c'est la peur qui le talonnait jusque dans les talons. Soit, monsieur le comte, reprit maître Koltz, mais comment expliquer que Nic Deck ait éprouvé une effroyable secousse quand il a mis la main sur la ferrure du pont-levis? Quelque mauvais coup dont il a été victime. Et même si mauvais, reprit le bureau, qu'il est au lit depuis ce jour-là. Pas en danger de mort, je l'espère, se hâta de répliquer le jeune comte. Non, par bonheur. En réalité, il y avait là un fait matériel, un fait indéniable, et maître Koltz attendait l'explication que Franz de Télek en allait donner. Voici ce qu'il répondit très explicitement. Dans tout ce que je viens d'entendre, il n'y a rien, je le répète, qui ne soit très simple. Ce qui n'est pas douteux pour moi, c'est que le château des Carpates est maintenant occupé. Par qui, je l'ignore. En tout cas, ce ne sont point des esprits. Ce sont des gens qui ont intérêt à se cacher, après y avoir cherché refuge. Sans doute des malfaiteurs. Des malfaiteurs, s'écria maître Koltz. C'est probable, et comme ils ne veulent point que l'on vienne les y relancer, ils ont tenu à faire croire que le burg était hanté par des êtres surnaturels. Quoi, monsieur le comte, répondit le magister Hermod.
Vous pensez? Je pense que ce pays est très superstitieux et que les hôtes du château le savent et qu'ils ont voulu prévenir de cette façon la visite des importuns. Depuis Bamako, salut parrain 07 du Mali. Bienvenue ici. Il était vraisemblable que les choses avaient dû se passer ainsi, mais on ne s'étonnera pas que personne à Werst ne voulût admettre cette explication. Le jeune comte vit bien qu'il n'avait aucunement convaincu un auditoire qui ne voulait pas se laisser convaincre. Aussi se contenta-t-il d'ajouter: « Puisque vous ne voulez pas vous rendre à mes raisons, messieurs, continuez à croire tout ce qu'il vous plaira du château des Carpates. »« Nous croyons ce que nous avons vu, monsieur le comte, répondit maître Koltz. Et ce qui est, ajouta le magister. Soit, et vraiment, je regrette de ne pouvoir disposer de 24 heures, car Roscoe et moi nous serions allés visiter votre fameux burg, et je vous assure que nous aurions bientôt su à quoi nous en tenir. Visiter le burg, s'écria maître Koltz. Sans hésiter, et le diable en personne ne nous eût pas empêchés d'en franchir l'enceinte. En entendant Franz de Télek s'exprimer en termes si positifs, si moqueurs même, tous furent saisis d'une bien autre épouvante. Salut ici, Kevin officiel. Que conseillez-vous pour améliorer notre élocution? Faut parler. Ouais. L'élocution. Définition de élocution. C'est le fait de parler, c'est bien ça. Hein. Manière de s'exprimer oralement. Donc comment t'améliorer à t'exprimer oralement? Il faut juste t'entraîner à parler oralement. Salut, Semi-Eric Sepa. Quel est le but du sujet? Quelle est cette question? Quel sujet? Quel but? Tu me demandes quel est le but du live? C'est juste de raconter une histoire. Est-ce que de traiter les esprits du château avec ce sans-gêne, cela n'était pas pour attirer quelque catastrophe sur le village? Est-ce que ces génies n'entendaient pas tout ce qui se disait à l'auberge du roi Mathias? Est-ce que la voix n'allait pas y retentir une seconde fois? Et, à ce propos, maître Koltz apprit au jeune comte dans quelles conditions le forestier avait été, en nom propre, menacé d'un terrible châtiment s'il s'avisait de vouloir découvrir les secrets du berg. On peut dire un var ou une var. C'est quoi un var? Je ne sais pas ce que c'est un var. Var. Qu'est-ce que tu appelles un var? Je viens d'arriver, je sais pas de quoi vous parlez. Juste, je lis un livre. Ce livre. Franz de Télek se contenta de hausser les épaules. Puis il se leva, disant que jamais aucune voix n'avait pu être entendue dans cette salle, comme on le prétendait. Tout cela, affirma-t-il, n'existait que dans l'imagination des clients, par trop crédules et un peu trop amateurs du schnapps du roi Mathias. Là-dessus, quelques-uns se dirigèrent vers la porte, peu soucieux de rester plus longtemps, en un logis où ce jeune sceptique osait soutenir de pareilles choses. Franz de Télek les arrêta d'un geste. « Décidément, messieurs, dit-il, je vois que le village de Werst est sous l'empire de la peur. »« Et ce n'est pas sans raison, monsieur le comte, répondit maître Koltz. Eh bien, le moyen est tout indiqué d'en finir avec les machinations qui, selon vous, se passent au château des Carpates. Après-demain, je serai à Karlsburg, et si vous le voulez, je préviendrai les autorités de la ville. On vous enverra une escouade de gendarmerie ou d'agents de la police, et je vous réponds que ces braves sauront bien pénétrer dans le burg, soit pour chasser les farceurs qui se jouent de votre crédulité, soit pour arrêter les malfaiteurs qui préparent peut-être quelques mauvais coups. Rien n'était plus acceptable que cette proposition,
Et pourtant elle ne fut pas du goût des notables de Werst. À les en croire, ni les gendarmes, ni la police, ni l'armée elle-même n'auraient raison de ces êtres surhumains disposant pour se défendre de procédés surnaturels. Donc les villageois, ils pensent vraiment qu'il y a des choses surnaturelles au château. Le VAR est souvent utilisé dans le football. Ah, VAR, c'est le... Attends, c'est la vidéo, l'arbitrage vidéo, c'est ça? VAR football. La VAR foot. C'est quoi? Ça veut dire quoi VAR? Pourquoi dit-on la VAR et non le VAR? Là, je vois sur un site, on dit la VAR et non le VAR. Video Assistant Referee. L'arbitrage vidéo dans son ensemble. C'est une vidéo en fait apparemment. Ou une assistance vidéo. Donc c'est une. Une VAR. Mais j'y pense, messieurs, reprit alors le jeune comte. Vous ne m'avez pas encore dit à qui appartient ou appartenait le château des Carpates. À une ancienne famille du pays, la famille des barons de Gortz, répondit maître Koltz. La famille de Gortz s'écria Franz de Télek. Elle-même. Cette famille dont était le baron Rodolphe? Oui, monsieur le comte. Et vous savez ce qu'il est devenu? Non. Voilà nombre d'années que le baron de Gortz n'a reparu au château. Franz de Télek avait pâli, et machinalement il répétait ce nom d'une voix altérée. Rodolphe de Gortz. Fin du chapitre. Tiens, pourquoi est-ce que le comte fait une drôle de tête quand il entend le nom de l'ancien propriétaire du château? On le saura peut-être dans le prochain chapitre, qui sera lu dans un prochain live, car c'est la fin du live pour ce soir, qui dure depuis 1h20. Bien, merci. Merci messieurs, dames d'avoir été là. Salutations prof, comment tu vas? Je vais bien, merci Floki. Et c'est la fin du live. Dommage, je viens d'arriver. Et malheureusement, il y en a toujours qui arrivent à la fin. C'est comme ça. À bientôt. À la prochaine. Je ne sais pas quand sera le prochain live. Peut-être ce week-end. Et si ce n'est pas ce week-end, ça sera dans plusieurs semaines parce que je vais partir en vacances. Je vais partir en vacances à la montagne. N'est-ce pas, Diane? Allez, bisous, je vous embrasse. Brossez-vous les dents. Vous couchez pas trop tard. Et faites de beaux rêves. À bientôt. Bon voyage, merci.